Bienvenue de nouveau sur notre chaîne, chers amis de la musique et des grandes histoires qui transcendent le temps. Aujourd'hui, nous embarquons pour un voyage émouvant et captivant au cœur de l'univers de Mireille Mathieu, cette véritable icône intemporelle de la chanson française. Imaginez une voix qui, comme un fil d'or, relie les générations, des ruelles pavées d'Avignon au plus grand théâtre du monde. Sa carrière, un véritable roman épique étalé sur plus de 6 décennies, nous raconte non seulement des triomphes sonores qui ont conquis des millions de cœurs, mais aussi une vie tissée de rêves, de sacrifices, d'amours inachevés et d'une résilience qui défie les années. De ses débuts humbles dans une famille modeste du sud de la France à son statut de diva adorée, Mireille a récemment annoncé une tournée exceptionnelle pour célébrer ses 60 ans sous les projecteurs. Mais que s'est-il passé pour qu'elle envisage, à 79 ans, de tirer une forme de rideau sur les grandes scènes? Plongeons ensemble dans cette odyssée, un hommage vibrant à une artiste qui a fait de sa voix un pont entre les âmes. Préparez-vous à redécouvrir des anecdotes oubliées, des secrets bien gardés et des moments qui ont forgé la légende de la demoiselle d'Avignon. Commençons par le cœur battant de cette histoire, l'hommage après 6 décennies d'une vie dédiée à la mélodie. Mireille Mathieu, souvent surnommée avec tendresse le moineau d'Avignon, un clin d'œil affectueux à son idole Édith Piaf, le moineau de la rue, a gravé son nom dans les annales de la musique avec une empreinte indélébile. Sa voix, puissante et vibrante d'émotion, porte en elle l'âme de la Provence, cet accent chantant qui roule comme les eaux du Rhône, et une intensité qui touche bien au-delà des frontières francophones. Des stades bondés de Tokyo au salon feutré de Washington, elle a envoûté un public international, vendant plus de 200 millions de disques à travers le monde, un chiffre qui dépasse l'imagination et qui en fait l'une des artistes françaises les plus exportées de l'histoire. Ses performances, toujours empreintes d'une sincérité brute, évoque les tourments et les joies universelles, l'amour perdu, la nostalgie d'un Paris éternel, la force des racines. Comparée inlassablement à Piaf pour cette capacité à faire saigner le cœur à travers une note tenue, Mireille n'a jamais cherché à imiter. Elle a, au contraire, forgé son propre chemin, un mélange unique de romantisme provençal et de sophistication cosmopolite. Et voilà que, en cette année 2025, des nouvelles à la fois joyeuses et mélancoliques agitent le monde de ses admirateurs. À 79 ans, car oui, Mireille est née le 22 juillet 1946, et le temps, fidèle à elle-même, continue son cours inexorable. La chanteuse bien-aimée se prépare à dire un au revoir symbolique à la scène internationale. Ce n'est pas une retraite définitive, loin de là. Mireille l'a précisé dans une interview accordée au magazine Bild, la vie d'un artiste touche à sa fin, mais pas sans un dernier éclat. Elle entame une tournée d'adieu magistrale, baptisée 60 ans d'amour, pour honorer ses 6 décennies de complicité avec son public. Lancée dès fin 2023 à Prague, cette odyssée mondiale traversera l'Europe, l'Asie et l'Amérique, avec des dates phares en France. 3 soirées exceptionnelles à l'Olympia de Paris les 24, 25 et 26 octobre 2025, suivies de passages à Lille, Bordeaux, Lyon, Montpellier, Marseille, et une clôture émouvante à l'Opéra Grand Avignon les 5 et 6 décembre, sa ville natale, où tout a commencé. Imaginez. Des milliers de fans, les yeux humides, scandant Mon Credo ou la dernière valse tandis que Mireille, dans sa robe iconique et sa coupe au carré impeccable, offre une dernière valse à la gloire. Cette tournée, planifiée méticuleusement depuis plus d'1 an, n'est pas une fin abrupte, mais un feu d'artifice, un rituel de gratitude. Elle inclura des étapes dans les pays germanophones Allemagne, Autriche, Suisse où Mireille est une superstar absolue, surnommée là-bas le Sparrow of Avignon. Et pour les Belges, notez les dates, le 28 novembre à Mons et le 29 à Bruxelles, des moments où l'Europe entière vibrera au rythme de ses mélodies. Pourquoi maintenant? Mireille l'explique avec sa franchise légendaire. À l'approche de son 80e anniversaire, elle sent le poids des ans, mais aussi une urgence de célébrer. La planification de cette tournée a duré plus d'1 an, me donnant le temps de mûrir cette décision, confie-t-elle. Ce n'est pas l'épuisement qui la pousse, loin de là. À 79 ans, elle se sent complètement jeune, comme elle le répète souvent. Son secret? Une hygiène de vie irréprochable, une alimentation saine, riche en produits frais de Provence, pensée salade provençale, poissons grillés et fruits du marché d'Avignon, 0 tabac, un seul verre de champagne pour les grandes occasions, et une aversion pour le soleil direct qui préserve sa peau de porcelaine. Je me sens pleine de vie, pas du tout comme une dame de 79 ans, ajoute-t-elle avec un rire cristallin. Chaque jour, elle chante 1 heure, entretenant cette voix d'or comme un jardin secret. Et puis, il y a cette gratitude infinie, j'ai pu vivre mon rêve pleinement, rencontrer des gens fascinants, voir le monde entier. Cette tournée, intitulée Goodbye My Love, Goodbye en clin d'œil à l'une de ses chansons préférées,
un titre qu'elle chanta d'abord en duo avec Peter Alexander, puis enregistra avec Florian Silberezan, sera un bouquet final sentimental. Pas son plus grand hit, mais un choix du cœur, pour clore en beauté ses 60 ans d'émotions partagées. Connue en France comme la Demoiselle d'Avignon et dans les pays germanophones comme le Moineau d'Avignon, Mireille a écoulé un nombre astronomique de disques, plus de 200 millions, pour être précis, un record qui la place au panthéon des ventes mondiales. À l'approche de son anniversaire, elle réfléchit à ses choix. La principale raison de mon succès, c'est que j'ai toujours veillé à mon bien-être. Mais au-delà des chiffres, c'est l'héritage humain qui prime. Cette tournée n'est pas une fermeture, c'est une célébration, un hommage aux fans innombrables qui l'ont portée sur leurs applaudissements. Après les grandes arènes, Mireille envisage une vie plus sereine, des étés sur la Côte d'Azur, entre Nice et Cannes, des hivers partagés entre Paris et Avignon, et peut-être quelques concerts sporadiques dans des salles intimistes. Les grandes tournées sont finies, mais la musique, jamais, promet-elle. Alors qu'elle se prépare à ses adieux, Mireille laisse derrière elle un legs qui s'étend sur des décennies, un parcours rempli d'amour, de notes éternelles et de moments inoubliables gravés dans les cœurs de ses admirateurs du monde entier. Mais derrière la diva radieuse, se cache une femme dont la vie amoureuse reste un mystère enveloppé de brume provençale. À 79 ans, Mireille vit toujours avec sa sœur Matité dans son hôtel particulier de Neuilly-sur-Seine, sans mari ni enfant biologique. Elle considère ses petits-neveux comme ses propres enfants, les choyant avec une tendresse maternelle qui compense les absences imposées par la scène. Pourtant, sa relation avec Johnny Stark, son manager de 1965 à 1989, alimente encore les ragots et les questions des fans. Qui était cet homme pour elle? Un simple impresario, ou bien plus? Les médias spéculent depuis des décennies sur une idylle secrète, un mariage caché même, des rumeurs que Mireille n'a jamais confirmées ni démenties, fidèle à sa discrétion légendaire. Johnny Stark est mon merveilleux ange. Il a vécu pour moi et j'ai vécu pour lui, lâcha-t-elle un jour, dans une rare confidence qui en dit long sur leur lien fusionnel. Stark, cet Américain d'adoption aux manières raffinées où son père et elle le surnommaient ainsi pour son charisme hollywoodien, n'était pas seulement son pilier professionnel. Il gérait tout, des contrats aux moindres détails de sa garde-robe, y compris ce collier signature et la coupe au carré iconique qui fit craquer les femmes du monde entier. Ses attentions, presque paternelles, ont semé le doute, amour platonique ou passion refoulée? L'opinion publique penche pour le second, mais Mireille, pudique et lude, il a été essentiel à mon ascension, point final. Peut-être que pour elle, l'organisation des spectacles et la production de disques étaient son premier et unique amour, une vocation qui a comblé les vides. Cette quête d'amour n'a pas été exempte de drame. Mireille a goûté aux doux amers de l'amour, comme elle le chante si bien, et au désir lancinant de compagnie. Elle a failli se marier non pas une, mais 2 fois, des fiançailles avortées qui révèlent une femme farouchement indépendante. La première remonte aux années 1980, une romance passionnée avec un homme d'affaires riche et célèbre, anonyme dans les souvenirs publics, mais dont les mots firent voler en éclats ses rêves de famille. En 1983, alors que leur idylle s'épanouissait comme une rose d'Avignon, ils se fiancèrent. Les projets d'avenir semblaient idylliques, une maison provençale, des enfants courant dans le jardin. Mais lors d'une conversation intime, il suggéra qu'elle mette un terme à sa carrière pour se consacrer à l'éducation des petits. Cela pesait lourd sur mon cœur, se souvient-elle. 3 jours avant la cérémonie, la légende prit la décision courageuse d'annuler tout, sa vocation l'emporta sur le bonheur domestique. J'ai choisi ma liberté, mon art, plutôt qu'une vie pour laquelle je n'étais pas prête, confie-t-elle aujourd'hui sans regret, mais avec une pointe de mélancolie. Avancée jusqu'aux années 1990, et l'histoire se répète, comme un refrain entêtant. Cette fois, c'est avec le charismatique Guerlain Olivier Éco-Maison, un expert en cosmétique renommé, qui avait travaillé pour des icônes comme Wallis Simpson, la duchesse de Windsor. Le couple était souvent vu ensemble, formant un tableau romantique. Mireille en incarnation de la féminité élégante, lui exsudant un charme british. Ils partageaient des dîners aux chandelles à Paris, des escapades en Provence, et bientôt, les rumeurs de mariage enflèrent. Elle commanda même sa robe, un modèle fluide et romantique, brodé de perles évoquant les lumières de l'Olympia. Mais au moment fatidique, les doutes ressurgirent, la scène, les fans, cette vie nomade qui l'avait faite reine. Une fois de plus, Mireille annula, laissant ses rêves de mariage non réalisés. Les détails de cette relation restent enveloppés de secrets. Mireille, fidèle à sa pudeur, n'en parle guère, mais ils illustrent sa résilience. Une femme qui, face aux complexités de l'amour, choisit de briller seule, captivant les cœurs du monde entier avec sa voix d'or.
Malgré ses échecs, elle continue d'éblouir, naviguant avec grâce entre les tourments personnels et les ovations publiques, prouvant que l'art peut panser les blessures les plus profondes. La résilience de Mireille Mathieu trouve un écho particulièrement poignant dans l'une des périodes les plus sombres de sa vie, le décès de Johnny Stark en 1989. Ce 24 avril, son manager et confident s'éteint d'une crise cardiaque fulgurante, à seulement 66 ans. Connu pour son dévouement intense et son style de gestion inflexible, un mélange de rigueur militaire et de tendresse paternelle, Stark se poussait à l'extrême pour assurer le succès de sa protégée. Ce mode de vie, combiné au stress des tournées incessantes et aux longues heures de travail, eut raison de son cœur fragile. Leur lien était profond, bien au-delà du contrat, il n'était pas seulement son impresario, mais une figure paternelle, surtout après que la célébrité l'eut arraché au confort familier d'Avignon et de sa famille nombreuse. « Il m'a vu naître artistiquement, et je l'ai vu vieillir pour moi », murmura-t-elle lors d'un hommage discret. Lorsque Stark s'en alla, Mireille plongea dans une dépression abyssale, un sentiment de perte écrasant qui la cloua des mois durant. Sa mort fut non seulement déchirante, mais déroutante. Soudain, elle devait naviguer seule dans les eaux tumultueuses de l'industrie musicale, sans cette main stable qui avait guidé ses pas depuis 1965. Le départ de Stark laissa un vide immense, mais aussi une succession complexe et enchevêtrée, dettes cachées, contrats litigieux, complications financières et juridiques qui s'empilèrent comme des nuages noirs. Il fallut des années à Mireille et à son équipe d'avocats pour démêler ce chaos, une tâche qui pesa lourdement sur un cœur déjà endeuillé. Cette période fut l'une des plus sombres de ma vie, avoua-t-elle plus tard dans son autobiographie Oui, je crois. Elle décrivit comment la dépression l'engloutit, la confrontant à la dure réalité de gérer seule, pour la première fois, les aspects commerciaux de sa carrière, budget, négociations, promotion. Les nuits étaient hantées par le souvenir de ses conseils acerbes, travailler comme un forcené, ne rien se passer, devenir une vraie star. Malgré tout, Mireille trouva du réconfort et de la force auprès de sa famille, ce socle inébranlable qui l'a toujours soutenue. Sa sœur Matité, Monique de son vrai nom, avec qui elle partage sa vie depuis des décennies, emménagea plus près encore, devenant non seulement sa confidente, mais aussi sa manageuse. « Matité m'a sauvé », confie Mireille. Sur scène, avec ce soutien fraternel, elle retrouva progressivement la joie et le sens de la vie. Le départ de Stark marqua la fin d'une ère, mais devint le début d'un nouveau chapitre libérateur. Pour la première fois, Mireille prit les rênes de sa carrière, s'impliquant dans les décisions artistiques et commerciales d'une manière qu'elle n'avait jamais osé auparavant. Elle apprit à s'affirmer dans un milieu machiste, à dire non aux propositions douteuses, à négocier comme une pro. C'est à cette époque qu'elle mit fin à sa relation professionnelle avec Nadine Joubert, l'assistante de Stark, après avoir découvert des malversations financières. « J'ai réalisé que des gens en qui j'avais confiance avaient volé mon argent. Alors, j'ai renvoyé tout le monde », déclara-t-elle avec fermeté. Sa sœur Monique prit la relève comme directrice commerciale, infusant une gestion familiale, honnête et protectrice. Malgré les bouleversements émotionnels, la passion de Mireille pour la musique ne faiblit jamais. Elle organisa des concerts triomphants, dont un retour magistral au Palais des Congrès en 1990, devant 100 000 spectateurs en un mois et des salles combles qui prouvèrent que son pouvoir de star était intact. Au début des années 1990, elle fit un retour en force avec des albums dédiés à son idole Édith Piaf. Mireille Mathieu chante Piaf, sorti en 1993, fut un succès retentissant, se vendant à plus de 100 000 exemplaires et marquant une étape significative dans sa carrière post-Stark. Cet opus, un hommage vibrant, revisita des classiques comme La vie en rose ou Je ne regrette rien avec une sensibilité unique, mêlant la fougue de Piaf à la douceur mathieusienne. Mireille y injecta son accent provençal, transformant ses airs en pont entre époques. Les critiques saluèrent cette polyvalence, une artiste capable de rendre hommage sans singer, de moderniser sans trahir. Elle embrassa ensuite de nouveaux styles, collaborant avec divers artistes et explorant des genres inattendus. Son album de 1995, Vous lui direz, présentait des chansons fraîches et contemporaines, bien accueillies pour leur audace, des ballades pop-rock qui surprirent les puristes, mais ravirent un public rajeuni. À la fin des années 1990, elle innova encore avec Al nur ein PIL en version allemande, introduisant des sons modernes dans son répertoire, des touches électroniques subtiles qui rafraîchirent son image sans la dénaturer. Ses œuvres post-1989 démontrèrent sa résilience. De la dépression à la Renaissance, Mireille transforma la perte en force créative, prouvant que les épreuves forgent les légendes. Et aujourd'hui, en 2025, alors qu'elle boucle ses 60 ans de carrière,
cet épisode reste un pilier de son récit, une leçon d'autonomie, de famille et d'amour inconditionnel pour l'art. Remontons maintenant aux sources de cette épopée, des débuts modestes à la gloire mondiale. Mireille Mathieu naît le 22 juillet 1946 à Avignon, dans une famille de tailleurs de pierre aux racines provençales profondes. Aînée d'une fratrie de 14 enfants, un clan bruyant et uni, où elle apprend tôt à veiller sur les plus petits, elle grandit dans la pauvreté, dans une modeste maison de bois aux murs fins comme du papier. Son père, Roger, un ouvrier robuste au cœur d'artiste, rêvait secrètement de chanter. Doté d'une voix de baryton puissante, il fredonnait des airs d'opéra pendant ses pauses, initiant sa fille à ce monde enchanté. Mais la vie est rude, pas d'électricité stable, des repas frugaux, et un accent provençal qui roule les airs comme des cailloux dans le Rhône. Pourtant, l'esprit indomptable de Mireille la propulse. Dès l'âge de 4 ans, lors d'une messe de minuit la veille de Noël, elle monte sur l'estrade de l'église paroissiale et entonne un cantique d'une voix claire et assurée. Récompensée d'une sucette, son premier cachet. Elle comprend que chanter est sa vocation, un baume contre la grisaille quotidienne. Un moment décisif survient dans la cuisine familiale, un après-midi banal de 1952. La petite Mireille, occupée à éplucher des légumes, entend soudain à la radio la voix rauque et envoûtante d'Édith Piaf chantant L'accordéoniste. Le monde s'arrête, à partir de ce jour, je me suis mise à chanter seule, imitant Piaf devant le miroir fêlé, raconte-t-elle. Cette idole devient son phare, son modèle, l'étincelle qui allume son feu intérieur. Mais l'école est un calvaire. Dyslexique, un handicap qu'elle traîne depuis l'enfance, Mireille lutte avec les lettres qui dansent et les mots qui s'embrouillent. À l'école primaire, son institutrice, exaspérée par cette têtue qui n'aime que chanter, la punit souvent, exercices interminables au tableau noir pour ridiculiser son écriture maladroite, baffe à la main avec une règle quand elle est surprise à gribouiller des paroles de chansons. Pire, gauchère naturelle, elle est forcée d'écrire de la droite, une violence qui la marque, mais forge son caractère. Chaque coup de règle était un rappel. « Je ne suis pas faite pour les livres, mais pour les notes », dit-elle avec un sourire amer. Malgré une année supplémentaire pour décrocher son certificat d'études, elle quitte l'école en 1961, à 15 ans, d'un pas décidé. J'ai fait une révérence gracieuse à la sortie, comme si je disais adieu à un monde qui ne me voulait pas. La famille déménage alors à Croix-des-Oiseaux, un quartier ouvrier d'Avignon. Pour subvenir aux besoins du foyer ou payer les factures, les cours de chant clandestins, Mireille trouve un emploi dans une usine de biscuits à Montfavet, une banlieue industrielle du Sud-Est. Les journées sont interminables, machines ronronnantes, farine dans les cheveux, mais elle égaye les pauses déjeuner en entonnant des airs de Piaf ou de Tino Rossi. Aimée de ses collègues, elle devient la star des chaînes de montage, sa voix couvrant le bruit des convoyeurs comme un rayon de soleil. Quand l'usine ferme, elle et ses 2 sœurs se reconvertissent en conseillères pour un camp d'été de jeunes, animant des ateliers chant et théâtre. Cet été-là, une vieille voyante lit ses lignes de main et prédit « Tu fréquenteras bientôt des rois et des reines ». Mireille chérit cette prophétie comme un talisman, ignorant qu'elle se réalisera au-delà de ses rêves. C'est en participant à un concours local, On chante dans mon quartier, que sa carrière décolle vraiment. La scène, minuscule eut 20 pieds carrés partagés avec un piano massif et des musiciens transpirants, attire des centaines de candidats de la région. Des chasseurs de talent rôdent et Mireille, alors âgée de 16 ans, s'entraîne en privé avec Madame Laure Collière, une professeure de piano avignonnaise connue pour sa rigueur. Attirée par des chansons d'amour matures, La vie en rose, hymne à l'amour, elle choque souvent les jurys provinciaux qui trouvent ses choix trop audacieux pour une gamine. En 1962, elle perd face à Michel Tory en chantant Les cloches de Lisbonne. En 1963, rebelote avec elle Hymne à l'amour de Piaf. Mais en 1964, à 18 ans, elle triomphe avec La vie en rose, remportant le premier prix, un voyage à Paris et une audition pour Jeu de la chance, le télécrochet culte de Télédimanche. Vêtue de noir comme son idole, Mireille monte sur scène, le cœur battant. Raoul Colombe, adjoint au maire d'Avignon, paie même son billet de train. Elle met tout son âme dans 2 chansons de Piaf, mais son accent provençal provoque des rires moqueurs chez les Parisiens du studio. Et sa dyslexie la trahit, elle bafouille sur des mots appris par cœur. C'était humiliant, mais je n'ai pas pleuré, se souvient-elle. Un an plus tard, une rencontre providentielle change tout. Raoul Colombe, devenu son premier manager, l'inscrit au concert d'Enrico Macias. Là, elle croise Johnny Stark, l'impresario légendaire qui a lancé Johnny Hallyday et Lynn Renaud. Avec ses manières élégantes et son aura américaine, il semblait sorti d'un film hollywoodien, dit son père. Stark la repère instantanément.
Il signe avec elle, la prévenant, « Rappelle-toi que tu es débutante. Je vais travailler comme un forcené, je ne te passerai rien. Je serai impitoyable. Réfléchis, si tu veux écouter, travailler et ne pas aller trop vite, je ferai de toi une grande, une vraie star. » Il voit en elle une battante, une essentielle pour qui chanter est vital. Stark la confie à Paul Moria, chef d'orchestre sceptique, qui lui apprend à ne pas crier, mais à vibrer. S'ensuivent des répétitions acharnées, des shootings photos, des interviews où Stark veille au grain et des cours intensifs. Musique, chant, danse, français châtié, anglais fluide. En novembre 1965, après des mois d'attente fiévreuse, Mireille a sa chance à Paris. Elle accepte une offre pour Sun Parade, mais apprend qu'elle passera en direct à Jeux de la chance 2 jours plus tard. C'est sa nuit, sa performance est électrisante, une voix pure qui subjugue. Les votes du public la placent en légère avance sur la championne en titre, Georgette Lemaire, mais les juges déclarent match nul. Stark, observant dans l'ombre, intervient, il prépare Mireille pour la revanche la semaine suivante. La rivalité s'enflamme et ensemble, ils forment une équipe invincible. Elle remporte la victoire et le conte de fées commence. En repensant à ses premiers jours parisiens, Mireille avoue, « Paris me semblait la fin du monde. Je n'avais jamais pris le train, vu une caméra. J'ignorais où cette aventure me mènerait. » Stark, visionnaire, déclare, « Elle a tout à apprendre, marcher, respirer, articuler. Mais personne ne doit toucher à cette voix. » Au milieu de ses 7 prestations triomphales sur Télédimanche, elle donne un concert à l'Olympia, propulsée au rang de vedette. La France et l'étranger la saluent comme la Piaf d'Avignon, en écho aux moineaux des rues. Mais tout n'est pas rose, j'étais tellement dans l'imitation de mon idole que je pensais ne rien pouvoir faire d'autre. Ce fut une des plus grandes déceptions de ma vie. Stark pivote, ne plus écouter Piaf. Tu n'es pas elle. Exprime-toi. Il collabore avec le parolier André Pascal et Paul Moria pour créer des chansons sur mesure, Mon credo, Viens dans ma rue, La première étoile. Son premier album live de l'Olympia explose, la propulsant au-delà des frontières. Le succès de Mathieu booste sa maison de disques, Barclay, qui revendique 40% du marché pop français fin des années 60. Elle brille sur les scènes mondiales, au London Palladium devant la reine Elisabeth II, ou Ed Sullivan Show aux États-Unis, où elle croise Elvis Presley, Dean Martin et Frank Sinatra. Elle s'adapte aux répertoires locaux, chantant en 10 langues français, allemand, anglais, japonais, russe. C'est comme ça que je les aime, devant tous les âges, dans tous les pays, adorer des simples gens comme des dirigeants, dit-elle. Reçue par tous les chefs d'État, elle parcourt le globe, se sentant le mieux sur scène. Les années suivantes sont un tourbillon. En 1966, tournée sans relâche, en voiture entre 2 spectacles, Stark annonce « Tu es sans dette, tu vaux plus d'1 million de francs ». Son rêve se réalise, elle sort sa famille de la pauvreté. Premiers achats, un véhicule pour l'entreprise paternelle, une grande maison pour parents et siblings, et un téléphone fixe pour que maman n'ait plus à courir à la pharmacie pour m'appeler de Paris. Son seul regret ? Ne pas avoir vu sa grand-mère Germaine à l'hôpital avant son décès, clouée par un engagement. Au fil des ans, malgré le déclin de son genre face au rock et à l'anglophonie, Mireille reste une icône en France et en Europe. Sa richesse, accumulée avec sagesse, provient surtout des lives et TV où les enregistrements profitent aux musiciens. En 1968, un accident de voiture lui fracture une vertèbre. Pendant sa convalescence, une lettre de menace arrive, on t'aura la prochaine fois. Aucune enquête ne conclut à un complot, mais l'ombre plane. En 1971, Stark signe un méga contrat avec Philips Records, déclenchant un bras de fer juridique avec Barclay. Il subit son premier infarctus en 1972, préparant la tournée canadienne, mais son dévouement ne fléchit pas. Tout au long des années 1970 et 1980, Mireille développe son empire. Elle fonde 2 maisons d'édition, Habilitant Musique en 1974 et Abien Disque en 1986, gérées par ses sœurs Monique et Christiane. En 1986, elle marque l'histoire comme l'une des premières artistes occidentales en Chine, un concert révolutionnaire, filmé par TF1 devant des foules ébahies. Elle adopte de nouveaux sons, collabore avec des artistes variés, duo avec Placido Domingo, Tous mes rêves, Peter Hoffmann, Scarborough Fair. Son album de 1995, Vous lui direz, infuse du contemporain, fin des années 90, Alnur Ein PIL modernise son répertoire. L'une des clés de son impact durable ? Un dévouement inébranlable à l'art, malgré les épreuves. De la pauvreté à la gloire,
des cœurs brisés aux ovations, Mireille a transformé chaque note en triomphe. Merci infiniment de nous avoir rejoints dans cette plongée fascinante. Il est clair que son parcours, jalonné de triomphes et de déceptions, est une leçon de vie. Pensez-vous qu'elle a fait le bon choix en priorisant sa carrière sur le mariage? Partagez vos réflexions en commentaire ci-dessous, vos histoires avec ces chansons nous touchent toujours. N'oubliez pas de liker cette vidéo si Mireille vous inspire, d'activer la cloche pour ne rater aucun récit musical, et d'abonner pour plus d'histoires captivantes du monde de la chanson et au-delà. À la prochaine mélodie, et qui sait, peut-être à bientôt pour un live de sa tournée. Au revoir, mes amours.